Comment le racisme médical peut-il nous aider à comprendre les mécanismes de discrimination dans d'autres sphères, comme le logement, l'école et notamment le monde du travail? Alors il y a effectivement ces pratiques médicales dont on a parlé, qui sont des pratiques discriminatoires, mais dans d'autres sphères, on peut observer aussi que finalement l'intériorisation par des personnes racisées justement de ces interactions qui vont amener à des discriminations fait que ces personnes portent une charge différentielle, on appelle cela la charge raciale, donc dans la manière dont elles vont se positionner, la manière dont elles vont interagir notamment avec des employeurs, elles vont essayer de se positionner d'une autre manière, elles vont essayer de surjouer parfois des comportements, ce qui va leur porter préjudice. Nous dans le livre on parle aussi de la question de l'évitement systématique parfois, notamment des patients et patientes qui vont chercher en fait à ne plus se rendre à l'hôpital, vont chercher à éviter les médecins, de peur d'être discriminés, de peur aussi d'être l'objet de mauvais traitements, de remarques, donc de comportements négatifs. Et donc ce retrait finalement dans les institutions sanitaires, on peut aussi faire le parallèle bien sûr avec d'autres situations où des personnes racisées vont ne pas se sentir compétentes, vont ne pas se sentir jugées à leur juste valeur et vont potentiellement développer des comportements de repli, voire d'autocensure dans le domaine de l'emploi, ce qui a bien sûr des conséquences sur leur propre trajectoire professionnelle et sociale. Et le psychiatre Frantz Fanon en parlait notamment pendant la colonisation, dans son ouvrage Peau noire et masque blanc en 1952. Il parlait notamment de l'enfermement du blanc et du noir dans des catégories de couleurs, mais aussi dans des statuts qui ont été associés à ces catégories de couleurs. Et il expliquait, on était là encore à l'époque coloniale, que cette désaliénation serait très longue et qu'il faudrait libérer les individus de ces catégories de supériorité ou de subalternité qui ont été associés à des couleurs de peau ou à des cultures ensuite. Donc il y a des liens très étroits entre la sphère médicale et les différentes sphères de la société, parce que le racisme médical dont on parle, alors bien sûr tous les soignants ne perpétuent pas ce racisme médical, mais il s'inscrit en fait dans un racisme systémique plus global, c'est-à-dire qu'il y a dans différentes institutions, réflexes, comportements, des stéréotypes raciaux qui guident les individus. Et ces stéréotypes ont été construits, façonnés, et ils ont justifié des systèmes tels que l'esclavage, tels que la colonisation. Et la fin de la colonisation, ce n'est pas si ancien, c'est les années 1960, et il y a de nombreux héritages parce qu'il n'y a pas eu de déconstruction assez forte de chacun de ces stéréotypes. Donc on peut les retrouver dans différents domaines de la société, et les médecins sont inclus dans une société, ils ne sont pas dans une tour d'ivoire. Ils vivent aussi dans une atmosphère où les médias véhiculent de nombreux préjugés. Voilà. Donc on peut retrouver ces stéréotypes dans le domaine médical, mais également dans le domaine de l'emploi, de l'accès au logement. Et l'on va voir qu'en situation d'urgence ou lorsqu'il faut prioriser des individus, l'on va puiser dans les stéréotypes. Et là, la psychologie sociale, la psychologie des discriminations montre de manière très éclairante la façon dont on peut, en certaines situations donc d'urgence dans le domaine de la santé ou de priorisation dans le domaine du logement, choisir des individus plutôt que d'autres parce que l'on va en appeler de manière inconsciente très souvent à ces stéréotypes. Ça peut aussi être très conscient, mais parfois très inconscient. Et c'est justement la connaissance des stéréotypes qui permettra certainement de faire attention en fait à ce qui en chacun de nous peut être involontaire, inconscient, mais avoir des effets par contre très concrets et très réels et des effets discriminants. Comment faire reculer ces discriminations? Observez-vous des évolutions positives? Alors on voit des choses positives, on voit notamment dans le domaine de la santé des groupes, des associations qui se créent, notamment de médecins qui cherchent à réfléchir à ces stéréotypes. Ce sont souvent des jeunes médecins, ce sont souvent aussi des personnes qui ont l'habitude de prendre en charge des personnes en situation de migration, par exemple, qui se posent beaucoup de questions sur parfois les savoirs qu'ils ont acquis à l'école de médecine et leur utilisation concrète devant les patients et patientes. On voit aussi bien sûr une autre facette très enthousiasmante qui est la production en sciences sociales de nombreuses enquêtes ces dernières années, notamment les
les enquêtes de Patrick Simon, Solène Brun, Sarah Mazouz, Julien Talpin, sur la question des discriminations à l'emploi, au logement, sur des territoires. Donc ça, ce sont des choses à prendre en compte et qui peuvent influencer aussi et nous informer collectivement en tant que citoyens et citoyennes et pas seulement en tant que spécialistes des sciences sociales. Et puis peut-être la dernière chose qui nous semble très importante, notamment en médecine, mais ça peut s'appliquer à d'autres sphères de la société, c'est la capacité de co-construction, c'est-à-dire que de plus en plus les chercheurs et chercheuses en sciences sociales sont aussi amenés en qualité d'experts et d'expertes pour parler de ces sujets, là où auparavant ils n'étaient finalement convoqués qu'à la marge. Et donc on voit qu'en médecine il y a des perspectives heureuses qui se dessinent, notamment pour réfléchir aux causalités environnementales. De plus en plus on demande aux chercheurs et chercheuses des sciences sociales de venir parler de situations par exemple sociales qui peuvent informer des situations sanitaires. Donc on parle de déterminants sociaux de santé par exemple, pour expliquer comment certains diagnostics, par exemple les diagnostics d'asthme, ne sont pas seulement des maladies qui sont construites génétiquement, mais qui ont des causalités environnementales, donc le lieu de vie, le lieu de résidence, le lieu de travail peuvent jouer pour comprendre pourquoi une personne est plutôt surexposée ou va développer cette maladie de manière exponentielle par rapport à une autre personne. Et donc là, on a une véritable expertise issue des sciences sociales qui permettent aussi aux médecins à repenser les catégories de diagnostics qu'ils ont auparavant utilisées, mais aussi de montrer en quoi finalement ces savoirs, y compris médicaux, peuvent être co-construits entre les disciplines. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous apparaît extrêmement important pour justement contrer ces stéréotypes biologisants qui réenferment les individus dans des catégories préconstruites.